Bonjour Jean-Yves Camus. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-Yves Camus, vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et chercheur associé à l'IRIS. Alors, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est qu'on est le 30 janvier 2023, soit 90 ans tout pile après la nomination par le président de l'Allemagne de l'époque au poste de chancelier d'Adolf Hitler. Alors, contrairement à Mussolini et à Franco, c'est la démocratie institutionnelle de la République de Weimar qui a mis au pouvoir Adolf Hitler. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important qui fonde une différence fondamentale finalement entre ces différents fascismes, même si je ne suis pas tout à fait certain qu'on puisse mettre les trois à égalité, mais qu'est-ce que ça induit dans à la fois la pratique de pouvoir et qu'est-ce que ça dit de l'Allemagne des années 30? Alors, c'est effectivement fondamental que ce soit la voie des urnes qui ait amené Adolf Hitler au pouvoir. Ceci étant, est-ce que ceux qui ont voté pour le Parti national-socialiste n'utilisaient pas la démocratie comme cheval de Troie? Il me paraît assez clair qu'effectivement, ils s'exprimaient par les urnes, mais pour un programme qui était tout sauf démocratique. C'est-à-dire que ce vote, ça n'est pas un vote fait sans connaissance de cause. Le parti nazi avait un programme, il menait sa propagande depuis déjà un certain nombre d'années, il était assez clair, et c'est là tout le drame, que les électeurs qui ont voté pour lui savaient que par leur choix, qui effectivement est un choix démocratique, ils allaient amener un régime qui ne l'était pas. Et c'était bien leur vœu, finalement, de mettre fin à cette démocratie dont il faut dire qu'elle était particulièrement atrophiée, j'allais dire particulièrement débile, au sens, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle était traversée par d'abord des clivages, des antagonismes qui étaient devenus insurmontables, et puis ensuite que le jeu des factions, le jeu des partis, le sort aussi qui a été réservé à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, peut-être qu'on y reviendra, mais produisait un régime qui n'avait guère de chance de durer très longtemps. Au titre des divisions et de la débilité de la démocratie allemande, on peut parler aussi de la division de la gauche de l'époque, notamment des socialistes et des communistes qui à cause de l'épisode spartakiste, vraiment étaient dans un affrontement qui était quasi haineux. Est-ce que ça a joué? Enfin, on l'entend beaucoup aujourd'hui à gauche revenir en disant c'est pas possible en fait de s'opposer à gauche lorsqu'il y a un péril fasciste. Est-ce que ça, d'après vous, ça a joué aussi en 1933 dans l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir? Ça a incontestablement joué. C'était incontestablement aussi un jeu très dangereux dont les protagonistes n'ont peut-être pas eu totalement conscience sur le moment. Euh, il y avait, euh, comment dire, peut-être pas une pleine conscience des extrémités auxquelles le régime national-socialiste allait arriver. Et c'est un des grands drames finalement de Mein Kampf, d'avoir été pris un peu à la légère. Mais au fond, quand on regarde, et c'est ça qui rétrospectivement rend la question de l'attitude des gauches assez, j'allais dire, surprenante pour notre temps, tout était écrit dans Mein Kampf. Le tout, c'était de considérer que l'homme qui l'avait écrit n'était pas simplement un illuminé, mais quelqu'un qui comptait bien prendre le pouvoir et mettre en application à la lettre ce qu'il avait écrit dans le programme. On va revenir sur la question du programme et du projet finalement national-socialiste et du projet d'Adolf Hitler. Mais dans un ouvrage que vous avez, enfin, dans lequel vous avez écrit un article qui a été co-dirigé par Bertrand Badi et Dominique Vidal, L'état du monde de 2023, vous signez un article sur le populisme et finalement les rapports qu'il pourrait y avoir ou pourrait ne pas y avoir entre les populismes des années 30 et les populismes aujourd'hui. Et vous parlez d'une spécificité qu'avait Adolf Hitler, mais qu'avait aussi une personnalité comme Mussolini, c'est la mystique qui imprégnait
ces discours, leur discours à Adolf Hitler et Mussolini. Et c'est sûrement ce qui l'a rendu aussi quelque peu fascinant à l'époque. Qu'est-ce qui fonde cette mystique? Alors, cette mystique, elle est fondée sur un terme barbare que mon collègue britannique Roger Griffin a rendu d'un usage assez fréquent en sciences politiques. Il parle d'un système palingénésique. Alors, ce terme signifie que l'objectif du fascisme italien et du national-socialisme, de manière différente d'ailleurs, consistait à construire un homme nouveau. Et c'est ça qui, à mon sens, fait toute la différence avec l'extrême droite d'aujourd'hui. C'est qu'elle ne souhaite pas construire un homme nouveau. Elle souhaite au contraire figer les choses. Ce sont au fond des conservateurs ou des ultra-conservateurs qui, sur les questions identitaires, sont effectivement extrêmes, mais qui n'ont aucune intention de mettre à bas le vieil homme, de le dépouiller et de faire émerger quasiment, parce que tel était le rêve national-socialiste, un homme nouveau forgé par un espèce de mythe prométhéen, si vous voulez. C'est tout ce qui fait la différence entre Giorgia Meloni, Éric Zemmour, les populistes scandinaves d'un côté, les ultra-conservateurs polonais et M. Orban, et puis de l'autre côté Adolf Hitler. Ça n'est pas comparable. Chez Mussolini, la mystique existe, mais j'allais dire c'est une mystique assez classique de l'État hyperpuissant, de l'homme fort, du leader charismatique. La mystique de la race, elle arrivera plus tard en Italie et uniquement après les lois raciales de 1938 et uniquement dans certaines factions dont je ne suis pas persuadé qu'elles aient été majoritaires du Parti national-fasciste. Par contre, dans le national-socialisme, il y a plusieurs mystiques qui sont à l'œuvre. Celle de l'homme nouveau, mais celle de la race, qui est quelque chose qui traverse l'Allemagne depuis très longtemps, au moment où Adolf Hitler arrive au pouvoir. Il ne l'a pas inventé, cette mystique du sang et du sol, qui consiste à dire que d'abord, l'homme est tributaire de son hérédité, qu'il est attaché à la glèbe sur laquelle il est né, que tous ceux qui ne peuvent pas se prévaloir d'une antériorité millénaire sur ce sol et dans cette communauté qui est vraiment définie par le sang, eh bien, ne sont pas de vrais Allemands et qu'ils doivent être non pas simplement exclus, mais éliminés. Donc il y a effectivement plusieurs mystiques qui sont à l'œuvre. Il y a évidemment aussi une mystique nationaliste et le sort qui a été fait à l'Allemagne, dépecé, occupé après le traité de Versailles, il y est pour quelque chose. Mais ça remonte évidemment plus loin. Ce qui manque, c'est une mystique religieuse au sens d'une mystique chrétienne. Ça, évidemment, le paganisme assez répandu, ou néopaganisme assez répandu dans le Parti national-socialiste l'interdit. C'est d'ailleurs assez intéressant. Il y a un exemple de mystique chrétienne très centré sur le culte du martyr, le culte de la mort, le culte du héros qui meurt au combat, et qui est très peu étudié en France, c'est la garde de fer roumaine. Où là, véritablement, le mouvement de Corneliu Codreanu, qui arrivera au pouvoir j'allais dire, en fin de course de la guerre en Roumanie, est un mouvement qui joue beaucoup sur les codes du christianisme orthodoxe et sur le fait qu'à la communauté ethnique, on rajoute la communauté religieuse. Même si je puis me permettre, je rajouterais une autre mystique, parce que j'ai vu d'ailleurs je le conseille à tout le monde, c'est un documentaire, une série de documentaires de Arte qui s'appelle Berlin 1933, où en fait on peut voir notamment
plusieurs discours d'Adolf Hitler. J'ai vu aussi une autre, d'ailleurs c'est proche de la mystique chrétienne, c'est la mystique liée à la science et aux techniques, qui est très mise en avant par Adolf Hitler dans ses discours, et on voit très bien qu'il essaye vraiment d'épouser la modernité par la technologie. D'abord en lui-même usant de cette technologie à travers, en le montrant sur scène avec toute une mise en scène absolument extraordinaire, et en plus en parlant. Et en le théorisant. Il théorise en fait l'avancée scientifique qui permettra le progrès humain. Vous avez parfaitement raison. D'abord dans la mise en scène, effectivement, qu'Adolf Hitler fait de lui-même. Il utilise des moyens éminemment modernes. Ça peut être le cinéma de Leni Riefenstahl, qui aujourd'hui peut nous paraître daté, mais qui pour l'époque est assez révolutionnaire. Ça peut être aussi ce que Robert Brasillach avait décrit comme étant les cathédrales de lumière de Nuremberg, qui sont là aussi une forme première des grands meetings politiques s'adressant aux masses. On est à l'ère des masses. Aujourd'hui, on est à l'ère postmoderne. Ce genre de meeting est proprement inimaginable. Mais à l'époque, effectivement, c'est assez novateur. Et puis, et ça, il ne faut jamais l'oublier, le Parti national-socialiste, c'est un parti qui va s'entourer d'experts. Pas seulement parce que l'appartenance au parti devient obligatoire pour faire carrière dans l'université et même d'ailleurs au-delà, mais parce que le projet national-socialiste va être servi dans pratiquement toutes les sphères d'expertise, depuis les juristes jusqu'aux physiciens et aux gens des diverses disciplines scientifiques, par la crème de l'intelligentsia allemande, au service justement d'un projet qui est, évidemment, le fascisme italien va emprunter au futurisme, mais qui n'est pas seulement un projet futuriste, qui est un projet de modernisation de l'Allemagne, de puissance économique et scientifique de l'Allemagne, qui va mettre au service de l'État total les secteurs les plus novateurs de l'Allemagne, chacun y trouvant son compte, hein. Les grandes entreprises, les grands concerns allemands trouvent leur compte, en tout cas pour un temps, dans cette politique-là. Et effectivement, ce qui caractérise le national-socialisme, c'est en rapport avec ce que je disais précédemment sur la volonté de faire émerger un homme nouveau. Pour faire émerger un homme nouveau, il faut, j'allais dire, changer de braquet. Il faut une société où aucun des paradigmes anciens ne subsiste et où tous soient naturellement remplacés par une vision différente, éminemment futuriste, certes, mais surtout axée autour de la volonté de puissance. L'Allemagne doit conquérir, elle doit s'affirmer, elle doit être la première dans tous les domaines. Elle a déjà une population qui, par la masse qu'elle constitue, donne à l'Allemagne les moyens de réussir cette entreprise. Et puis l'Allemagne en 1933 est un pays qui est déjà, on peut le voir quand on va voir des expositions de photographie consacrées à, effectivement, Berlin 1933. C'est déjà une grande métropole bien en avance, même probablement sur le Paris de la même époque. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question du racisme. Vous avez établi des points communs et des différences avec la façon dont Adolf Hitler se saisissait de cette thématique et la façon dont l'extrême droite aujourd'hui s'en saisit. Est-ce que vous diriez que la xénophobie et l'islamophobie, qui sont quand même une des colonnes vertébrales de l'extrême droite d'aujourd'hui, s'inscrivent dans la continuité du racisme nazi des années 30? Non, je ne les mettrai pas en équivalence parce que fort heureusement, il n'y a pas encore de nuit de cristal islamophobe et il n'y a pas de politique d'extermination planifiée dont on trouvait déjà les germes dans Mein Kampf. Mais
on n'est jamais trop vigilant à l'égard de tous les préjugés, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent devenir. Le, le, le national-socialisme avait clairement désigné l'ennemi, et il l'avait clairement désigné en lui prêtant, alors évidemment ce sont les juifs, il l'avait désigné cet ennemi en lui prêtant des caractéristiques démoniaques, proprement démoniaques, c'est-à-dire que reprenant en cela des stéréotypes anti-juifs très anciens qui trouvent leurs racines dans la pensée chrétienne, les juifs étaient considérés d'abord comme des sous-hommes, certes, mais au-delà, comme des créatures sataniques. Ça, c'est une image qui parcourt tout le Moyen-Âge chrétien. Il leur était prêté des pouvoirs quasi magiques. C'est une assez grande différence avec, me semble-t-il, le racisme anti-arabe, anti-musulman, qui tend plutôt à dépeindre l'adversaire comme étant, certes, pas complètement Égal. égal, mais appartenant plutôt à une catégorie de population sous-valorisée. Après, quant au résultat, si vous voulez, d'un point de vue moral, les choses sont effectivement identiques et condamnables dans les deux cas. Mais la manière dont le problème est pris n'est pas tout à fait la même. Regardez la manière dont le racisme tout à fait classique, pas seulement celui de l'extrême droite, le racisme colonial, décrit les populations arabes sous domination française, les populations africaines, les populations nord-africaines, et même ces diverses peuplades venues des départements et territoires d'outre-mer qu'on exhibe dans les expositions coloniales. Il ne leur est pas prêté du tout de pouvoir démoniaque. On dit simplement que ces gens sont quelquefois des animaux, d'ailleurs pour certains on les montre en cage, et pour le reste ce sont des gens, c'est très présent ça dans l'imaginaire colonial en Algérie, au Maghreb en général, qu'une poigne de fer peut assez facilement dompter, parce qu'ils sont, on le sait bien, traditionnellement paresseux, fourbes, mais que si jamais le pouvoir en place réussit à serrer la vis, ils vont rentrer dans le rang. Toute caractéristique qu'il était absolument impensable que le national-socialisme donne aux juifs. Mais j'ai l'impression qu'on est passé à vous écouter, hein, d'un problème de génome à un problème de culture. C'est-à-dire que, effectivement, ça n'a pas les mêmes causes ni les mêmes conséquences. On est effectivement passé d'un problème de génome à un problème de culture, pour la bonne et simple raison que les juifs allemands, il se trouve que je prie dans une communauté qui continue, c'est une des dernières, à suivre le rite d'irénan, c'est-à-dire alsacien et de la vallée du Rhin allemande. Les juifs allemands étaient à la fois éminemment patriotes et éminemment, non pas assimilés, mais même ceux qui étaient les plus orthodoxes tenaient énormément à leur culture allemande. J'allais dire, ont servi l'Allemagne, y compris pendant la Première Guerre mondiale, comme n'importe quel citoyen de l'Empire allemand appelé sous les drapeaux. Alors il fallait bien évidemment que leur patriotisme, voire leur nationalisme, soit mis en défaut par autre chose. Et ce autre chose, effectivement, c'est le génome. Ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes gènes, qui n'appartiennent pas à la même espèce, et même lorsqu'ils sont effectivement patriotes, eh bien, ils sont par nature entachés par le sang qu'ils portent et qui n'est pas le même. Le sang, normalement, c'est ce qui fait la vie. Eh bien, eux, leur sang, c'est ce qui fait leur mort.
Alors, dans l'article que vous signez dans l'État du Monde 2023, vous tentez de donner une définition plurielle du mot populisme, du concept de populisme, et notamment lorsque vous parlez du national-populisme, euh, vous parlez de son rapport avec la question de la souveraineté, et notamment de la souveraineté du peuple. Alors, il faut définir ce que c'est que le peuple. Oui. Vous en donnez plusieurs définitions, enfin une définition avec plusieurs entrées. Et vous écrivez notamment que pris littéralement, cette souveraineté du peuple s'entend parfois dans le logiciel national populiste, mais peut-être aussi dans le logiciel des gens d'extrême droite d'aujourd'hui, comme devant primer sur la question des droits individuels ou des droits internationaux. Est-ce que là aussi, vous mettez une continuité dans cette utilisation de la question de la souveraineté entre les populistes des années 30 et les populistes d'aujourd'hui? Alors, les populistes des années 30, on est dans les cas que nous venons d'aborder, bien au-delà du populisme. Ce qu'il y a évidemment de certain, c'est que ni le fascisme italien ni le national-socialisme n'ont fait grand usage du référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que le peuple était effectivement censé être représenté par ses dirigeants, et l'adhésion populaire était suscitée à travers les grands-messes militantes qu'on a évoquées. Et de fait, les organisations nationales socialistes furent des organisations de masse. Après, l'obligation d'y adhérer, évidemment, relativise un petit peu les choses, mais ça n'était pas des régimes qui ont fait grand usage, par exemple, du référendum. Le peuple n'a jamais été consulté par référendum après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler pour plébisciter les orientations qu'il avait données. Là où il y a une continuité, c'est dans le fait que si les libertés individuelles peuvent être limitées par un régime qui se dit représentant du peuple, c'est parce que le peuple n'est pas vu comme étant la somme des individus qu'il compose et des droits individuels et des volontés individuelles qu'il compose. Le peuple national-socialiste et le peuple fasciste aussi, c'est une entité organique. Et cette entité organique, elle se définit contre les valeurs des Lumières. C'est très très présent chez les nationaux socialistes et même d'ailleurs chez nombre de révolutionnaires conservateurs allemands. La philosophie des Lumières est véritablement posée comme étant le début de la décadence. Et donc cette conception des Lumières qui consiste à mettre en avant les droits de l'individu, elle est remplacée par les droits du peuple définis par le génome. Et aujourd'hui, l'extrême droite, elle se situe dans la continuité de cette réflexion-là? Aujourd'hui, ça dépend des mouvements, il faut être très, très, très prudent sur ce terrain-là, mais l'idée d'une communauté populaire, on dirait en allemand d'une Volksgemeinschaft, c'est une idée qui court encore dans un certain nombre de mouvements d'extrême droite, oui, tout à fait. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est que vous commencez à définir une communauté populaire de manière ethnique à partir du moment où vous alignez la liste de ceux qui n'en font pas partie. À partir du moment où, dans votre discours politique, vous énoncez ceux qui ne peuvent pas prétendre à accéder à la citoyenneté, ceux qui sont enfermés dans leur appartenance identitaire. C'est très intéressant ce que dit Éric Zemmour, par exemple, qui diffère un petit peu de ce que dit Marine Le Pen. Marine Le Pen peut peut-être lui faire crédit de ça. Elle considère que l'assimilation est possible, qu'elle est compliquée, qu'elle est toujours individuelle, mais qu'elle est possible. Éric Zemmour vous explique, au fond, si on décode le message, que si vous êtes musulman, vous pouvez toujours faire tous les efforts du monde, vous n'y arriverez pas. Bon.
J'ai une dernière question, Jean-Yves Camus. Dans les années 30, vous chutez là-dessus votre papier. Dans les années 30, une des composantes en fait de l'accession au pouvoir d'Hitler, c'est la composante de la guerre et notamment de l'imminence de la guerre. C'est-à-dire que c'était presque dans son projet en fait dès le départ, ce projet de faire la guerre au reste de l'Europe, voire au reste du monde. Ça a donc eu un rôle dans la constitution de son pouvoir. Est-ce que aujourd'hui, on voit le retour de la guerre aux frontières européennes? Est-ce que vous pensez que ça pourrait aussi avoir un rôle pour renforcer les fascismes ou l'extrême droite ouest européenne? Ce que je vois surtout dans le discours d'aujourd'hui, c'est la guerre intérieure. C'est-à-dire la guerre contre l'ennemi intérieur, que le national-socialisme pratiquait bien évidemment. La guerre extérieure, on voit bien comment Marine Le Pen est frileuse sur, on va dire, une plus forte implication de la France dans le conflit ukrainien. Elle souhaiterait par contre très probablement que la France dirige son effort militaire contre l'ennemi civilisationnel qu'elle a désigné, c'est-à-dire contre l'islamisme. Mais ce qui me frappe véritablement, c'est qu'on est plus du tout dans le même contexte, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'Adolf Hitler a un projet qui est effectivement, dès le départ, un projet belliciste? D'abord parce que il souhaite que l'Allemagne prenne sa revanche sur la défaite de 1918, et puis aussi parce qu'il a une politique d'expansion, c'est-à-dire qu'il considère que l'Allemagne doit se créer un espace vital, la notion d'espace vital est absolument essentielle, dans lequel, un espace vital géographiquement défini, dans lequel le trop-plein de population allemande et la future population allemande, parce que Adolf Hitler favorise une politique nataliste, entamera la colonisation du grand espace, de la grande, voire de la très grande Allemagne. Cette composante-là, je ne la vois pas aujourd'hui dans le discours des populistes européens. Ou plutôt, elle est inversée. C'est-à-dire que la peur, c'est le fameux grand remplacement. La reconquête. Voilà. C'est le pendant du grand remplacement. C'est-à-dire que quand vous êtes attaqué, soi-disant attaqué, dans votre essence par une sorte de cinquième colonne intérieure, vous devez naturellement reconquérir le territoire national perdu, et pour le reconquérir, eh bien, un certain nombre des plus extrêmes vous disent effectivement qu'un jour, enfin, nous allons de toute façon, disent-ils, vers une guerre civile inévitable. Les accélérationnistes vous disent non seulement elle est inévitable, mais encore il faut en accélérer l'avènement pour pouvoir faire table rase de l'impasse dans laquelle nous sommes et pouvoir reconstruire quelque chose de totalement nouveau. Et on est plutôt sur l'optique de la guerre intérieure. Je ne vois pas, je ne cherche pas ici évidemment à minorer la nécessité de l'opposition politique au mouvement populiste, mais je ne vois pas chez un Geert Wilders une forme d'expansionniste néerlandais, ou même chez Marine Le Pen une volonté de faire la très grande France, si vous voulez. Il s'agit davantage de garder l'essence de ce qui est que d'essayer de conquérir dehors. Merci beaucoup, Jean-Yves Camus. Merci à vous.